Bonjour Alain, bienvenue donc dans ce webinaire de présentation. Le sujet du jour va concerner la transaction fonds de commerce, droit au bail et murs commerciaux. L'idée est de brosser les grands contours de cette activité complémentaire de la carte T, qui est la carte à minima que possède tout agent immobilier. Est-ce que je peux vous demander tout de suite, est-ce que je peux vous demander un petit peu, qui êtes-vous, monsieur Sébastien, qui êtes-vous? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Je suis Sébastien Dreux, donc moi j'ai 52 ans, ça fait 18 ans que je fais de l'immobilier. J'ai commencé par l'immobilier d'entreprise dans un grand groupe de distribution française où je l'ai exercé pour partie en France, puis en Italie, ensuite de retour sur la région toulousaine où je suis. J'ai ouvert une agence immobilière d'activité classique, transaction, location, gestion syndic, et puis petit à petit, j'ai ressenti la nécessité de passer deux agréments d'expertise, un en valeur vénale, donc pour l'habitation, commerce et entreprise, d'où la raison de ce webinaire, et le deuxième de pathologie de l'ouvrage bâti, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles peuvent être l'origine et les conséquences de désordre sur des bâtiments. Voilà ce que je fais. Donc, la vente de fonds de commerce et de droits de bail, donc, j'exerce déjà depuis des années, ainsi que de murs commerciaux, qui sont dont deux domaines d'expertise, comme je disais. Pourquoi? Parce que ça requiert un minimum de méthodologie, de compréhension et de capacité à expliquer. Définir un prix aujourd'hui n'est peut-être pas le plus grand le challenge que nous avons à relever, c'est surtout d'expliquer auprès d'un vendeur ou d'un acquéreur qu'est-ce qui va concourir à la définition de la valeur d'un bien ou d'un commerce. C'est ça le point et l'étape la plus importante. En ce qui nous concerne sur les droits au bail et le fonds de commerce, c'est d'autant plus important que la partie est un petit peu plus, est plus technique et un peu plus difficile, touche des éléments un peu plus sensibles qui sont pas forcément, qui font pas partie, pardon, de la culture du commerçant forcément au départ. Donc, le rendre simple, accessible, compréhensible est vraiment un enjeu essentiel. Il l'est d'autant plus sur le fonds de commerce et le droit au bail que le vendeur reste co-solidaire pendant 3 ans de l'acquéreur pour partie. Donc, on a une responsabilité supplémentaire dans la qualification du futur acquéreur et de l'accompagnement et du suivi, de sorte à ce que justement le vendeur ne soit plus co-solidaire de ce dernier. Voilà ce que je peux vous dire sur des activités que je réalise. Alors, qu'est-ce que j'ai pu vendre sur fonds de commerce droit au bail? Des commerces qui sont sur Toulouse et périphérie, de la petite unité à des entreprises, et puis des commerces traditionnels que l'on connaît tous et qu'on côtoie au quotidien. Donc, des choses, somme toute, assez simples et très proches finalement de nombre de réflexes que l'on peut avoir dans le cadre de la transaction classique. Moi, pour l'instant, dans ce que vous me dites, je vois plus de contraintes que d'intérêts. Actuellement, je fais de la transaction sur Agde-sur-Béziers. Euh, Mhm. Quel intérêt je vais avoir à mettre en place entre guillemets, un service ou à déléguer un de mes agents co ou de mes salariés à, à faire du fonds de commerce? Alors, les intérêts sont en fait multiples et les contraintes quasiment inexistantes. Commençons par les contraintes pour les balayer. En dehors du fait de requérir une compétence supplémentaire, c'est avec la même carte, c'est avec les mêmes logiciels. Il n'y a pas de choses à acheter, à louer en plus, un équipement complémentaire. Il n'y a strictement rien à changer, si ce n'est d'élargir son champ de compétences. Alors pourquoi élargir son champ de compétences reste important? On sait aujourd'hui que on est dans un monde de l'immobilier qui est un petit peu perturbé et de plus en plus, on va se référer à des gens qui ont des champs de compétences importants. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça reste de la transaction, quoi qu'on en dise. Et ça fait partie de la carte de départ. Donc déjà, ne pas l'exploiter à 100%, à mon sens, reste quand même discutable. L'autre point, c'est que la typologie de client que l'on va toucher, essentiellement, ça va être un commerçant, un artisan ou un entrepreneur local. Et nous avons cet ancrage géographique. Donc, génère
une reconnaissance de compétences supplémentaires sur les villes ou les quartiers dans lesquels on intervient. Et ça, aujourd'hui, c'est fondamental. On sait aujourd'hui que la prospection n'est quasiment plus autorisée dans les termes qu'on les connaissait préalablement, qu'il nous reste encore la piste téléphonique qui, elle aussi, est fortement encadrée. Donc la reconnaissance à travers l'augmentation des compétences va devenir un effet levier et de développement d'activité, mais aussi de pérennité dans le temps. Alors, quelques mots sur le commerçant et l'artisan ou l'entrepreneur local. Ben, ce sont des référents. En règle générale, il y en a peu et ils s'adressent à tous nos clients de nos métiers de manière classique. Donc, si l'on venait à réaliser la vente d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail, ben, d'abord, ça va se va se savoir très, très, très vite dans la microsphère des commerçants d'une ville ou d'un quartier. Ça, c'est un point d'évidence. Donc, ça veut dire que la prospection, vous allez pouvoir l'oublier très vite, là aussi, puisqu'on viendra vous chercher. Et venir vous chercher pour vos compétences, c'est un avantage concurrentiel majeur, parce que vous avez la possibilité de le choisir beaucoup plus facilement. Et là aussi, d'entretenir compétences, performance, donc reconnaissance de qualification professionnelle locale. Et puis, n'oublions pas également que commerçants, artisans et entrepreneurs locaux, ce sont des clients multifacettes pour le fonds de commerce ou le droit au bail, ou les murs commerciaux, peut-être pour l'habitation principale et peut-être pour un investissement locatif. Donc encore une fois, c'est un vrai investissement sur vous, vos compétences, c'est la possibilité de maximiser une rentabilisation des clients que l'on a déjà. Donc Alain, pour répondre à votre question légitime, de contraintes matérielles, techniques, de location, de coûts, il n'y a rien. Ça n'est finalement que l'opportunité à saisir que de maximiser la rentabilité et d'une carte transaction pour lesquelles vous êtes élu et propriétaire, et aussi et surtout de renforcer la reconnaissance de vos compétences et de votre professionnalisme en local. Ça veut dire que je vais devoir démarcher. Hein. Vous me dites, bon, il y a une petite démarche de prospection à l'origine, mais que rapidement, cette démarche va être plus qu'allégée, puisque je vais être reconnu. Exactement. Alors, reconnu parce que j'aurais vendu la boulangerie de Monsieur Dupont, hein, et que Monsieur Dupont a des collègues qui le seront et qui en fera part. Maintenant, moi, j'ai quand même une image de vendeur de, c'est pas péjoratif, hein, de transactions, de vendeur d'appartements, de maisons. Il va falloir que je me crée une image de professionnel de l'entreprise, Mm, du commerce. Hein. tout à fait. Voilà. Et cette image, je ne vois pas comment je pourrais la créer assez facilement sans investir dans quelque chose, indépendamment de la compétence. Hein. Je vois par exemple, mais bon, je travaille régulièrement avec des notaires, hein, ils me connaissent, mais ils savent que je vends que de la maison, de l'appartement. Alors, en attendant d'avoir cette notoriété, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Je fais de la communication sur les journaux locaux, je fais des flyers, j'envoie je tape aux portes. Qu'est-ce que je fais concrètement? La base, Alain, en fait, est assez identique au métier que l'on fait, c'est-à-dire que c'est d'abord de s'intéresser, dans le cadre d'une prospection ou d'une visite d'information, hein, puisque là, en l'occurrence, il n'y a pas nécessairement besoin de prospecter comme on peut l'avoir dans l'habitation, mais c'est juste de faire effectivement une visite d'information en expliquant auprès de tous les commerçants qu'aujourd'hui, vous avez la capacité, la compétence à pouvoir vendre des fonds de commerce, des droits au bail ou des murs commerciaux. Alors, le contexte est malheureusement fort propice, hein, à ce genre d'activité aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis plus aujourd'hui que hier ou dans un autre temps, cette activité, entre guillemets, malheureusement, va être amenée à se développer de plus en plus. On le voit, le cas de faillite actée aujourd'hui, ce qui veut donc dire qu'avant d'arriver à cet extrême-là, eh bien, il y a toujours la possibilité de valoriser son entreprise en la vendant, en la cédant avant qu'il soit trop tard. Donc le simple fait de le dire aujourd'hui va faire qu'il y a tellement peu d'acteurs qui interviennent sur ce marché que passer un cap d'information, faire une ou deux transactions suffira à faire en sorte qu'on vienne vous chercher en disant, tiens, en fait, tu as vendu, mais grâce à qui et comment? Vous citiez tout à l'heure également l'exemple des notaires. Vous savez que les notaires, au même titre que les experts comptables, par exemple, sont très souvent sollicités sur des valorisations.
Mais un notaire, encore avec une base pervale et un petit peu d'habitude, pourrait aider à valoriser et même dans certains cas de figure à commercialiser un bien d'habitation. Allez voir un notaire et demandez-lui s'il veut se lancer dans le même exercice en ce qui concerne un fonds de commerce et un droit au bail. La réponse est très simple, il n'ira jamais. Parce que la méthodologie est un petit peu plus âpre et un tout petit peu plus technique sur du fonds de commerce et du droit au bail. Donc, dès lors que, et vous avez raison de souligner le cas des notaires et des experts comptables et de tous les référents locaux, dès lors qu'on va en trouver un qui a la capacité à savoir faire, deux, un vrai ancrage local, donc la capacité aussi à représenter, que ce soit le vendeur ou l'acquéreur, je peux vous assurer que dans mon expérience, dès lors que ça se sait, ça se passe très bien et ensuite on va venir vous chercher tranquillement. Il est conséquent pour autant de ne pas rater effectivement ces premières transactions, d'où la nécessité vraiment de le réussir. Et ça, c'est pas compliqué. Il suffit peut-être de prendre un tout petit peu plus de temps que le rythme que vous aurez par la suite avec l'habitude. Et dès lors que ce sera fait, eh bien, votre ancrage sera réalisé. Et vous allez voir qu'on va venir vous chercher, mais pour ça, et reconnaître des compétences. Et j'insiste dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, sortir par le haut, par un niveau de compétence global que vous avez pour répondre à toutes les demandes de nos clients, qu'ils soient commerçants sur fonds de commerce, droit au bail, habitation et investissement locatif, me semble être plus que judicieux. Je vais être appelé à avoir de nouveaux partenaires. Je pense, est-ce qu'on va être appelé je vais être appelé à travailler avec un expert comptable? Est-ce que je vais être appelé à travailler avec une banque ou avec des banques? Est-ce que je suis censé éventuellement... Là, ma question, elle est innocente, hein, elle est candide. Est-ce que je peux être appelé à accompagner un de mes clients avec un dossier dans une banque? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans mes attributions ou non, ça ne se pratique pas? Alors, vous allez travailler nécessairement sur la valorisation avec l'expert comptable. Si jamais vous avez, c'est le conseil que je donne très souvent à ceux qui démarrent et qui débutent, sans rentrer dans la technique, hein, mais il faut aller calculer certains, enfin notamment un indicateur, l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, qui n'apparaît pas nécessairement. Donc, il faut aller le calculer. Si au départ vous avez quelques hésitations, je peux vous assurer que dans mon expérience, sur ce que vous appelez un expert comptable, en lui disant je vais travailler à la valorisation d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail, j'ai juste besoin que vous me donniez les trois derniers EBE, je vais vous dire qu'il va vous les envoyer avec un plaisir extraordinaire, parce que lui au moins, il va pouvoir se libérer de cette tâche pour lesquelles il est sollicité de temps en temps. Et sauf qu'il est bien mal à l'aise, c'est qu'effectivement, il peut faire le calcul en ce sens où il a la connaissance de cet indicateur. Par contre, toute la valorisation qualitative de l'emplacement après ce qu'on appelle les retraitements, il sera complètement incapable de le faire. Et c'est pour ça qu'il sera ravi de vous donner cette information pour éviter qu'il soit sollicité en beau lieu et place. Le notaire, on ne le sollicitera pas parce qu'on sait qu'il n'a pas la compétence pour le faire. Donc, vous n'allez pas rencontrer de nouveaux acteurs. Vous allez rencontrer les mêmes acteurs que d'habitude, en dehors peut-être de l'expert comptable. Mais vous allez aussi auprès d'eux, et je pense notamment au notaire, venir ancrer et appuyer plus avant ce qui fait votre compétence et la reconnaissance. Et n'oublions pas qu'un notaire a un vrai impact en termes de reconnaissance et de professionnalisme auprès d'une entité locale. C'est pour ça que ça me semble là aussi être encore une fois une opportunité importante à saisir. Donc pas d'intervenant complémentaire, si ce n'est l'expert comptable, mais ça ira somme toute assez vite. Après, accompagner un acquéreur chez un banquier, bah, s'il y a besoin de présenter la valeur du fonds, c'est souvent ce qu'on va vous demander. Ça, c'est tout à fait possible que les banques ou le courtier vous le demandent. Si c'est le cas, ça va être, vous allez le faire de la même manière que vous l'avez présenté auprès du vendeur et de l'acquéreur. Donc, il y a pas un travail complémentaire à faire. Il y a peut-être un accompagnement de compétences, là aussi, peut-être à apporter. Je dis bien peut-être. C'est pas le cas dans tous les cas de figure. Mais là aussi, hein, ça dénote aussi d'une chose, c'est que les banques, lorsque vous achetez un bien d'habitation, ne viennent pas solliciter nécessairement un avis d'expertise, alors qu'elles le devraient, notamment sur des prêts relais. Alors qu'en ce qui concerne les commerces, oui, évidemment, elles viennent vous demander, mais au fait, comment l'avez-vous valorisé et comment arrivez-vous à cela? Oui, ça c'est effectivement le cas. Mais c'est aussi symptomatique de cette compétence complémentaire à ajouter comme corde à son arc. Donc, on peut dire que ces nouveaux
enfin anciens partenaires, mais avec lesquels j'aurais des liens un petit peu différents, ou ces nouveaux partenaires comme le cabinet comptable, ils pourraient à moyen terme, ou ils vont à moyen terme, faire office de prescripteur. À partir du Ils le moment sont, où je travaille avec quelqu'un qui est satisfait, bien sûr. ils vont me prescrire. Ils pourraient me prescrire. Bien sûr, comme l'expert comptable, bah, surtout sur la vente de fonds de commerce et de droits au bail. Effectivement, encore une fois, ils sont par défaut, il a été pris l'habitude de leur demander à eux, alors qu'ils ne sont pas du tout habilités aux fins des présentes. Ils n'ont pas de RCP pour ça, ils n'ont rien du tout, quoi. Donc c'est quand même assez, c'est vous dire le désert de compétences qui quand même peut accompagner certaines villes de ce point de vue-là. C'est tout à fait symptomatique. Mais bien entendu qu'il va vous recommander. À partir du moment où vous le faites, vous avez été formé, vous avez une RCP qui vous le permet de le faire, eh bien vous êtes dans votre bon droit et votre bonne compétence. Expert comptable, notaire, courtier ou banque, si des entités comme ça, locales, recommandent vos services, croyez bien une chose, c'est que ça se passe plutôt pas mal. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, dès lors que vous aurez démarré les deux, trois premières affaires, après, vous inquiétez pas, hein, on va venir vous chercher parce que ça va se savoir très vite. Et puis ceux qui ne le savent pas, vous aurez des tierces intervenants qui viendront combler cette lacune si vous n'êtes pas encore connu du client, donc ceux que l'on vient de citer en l'occurrence. Donc oui, c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce métier-là, sur cette tranche de cette strate client un peu particulière, c'est qu'à l'inverse de l'habitation, là on vient vous chercher, vous avez la capacité à pouvoir dire oui ou à pouvoir dire non. Et ça, c'est juste assez extraordinaire. Et c'est signe de compétence dans les deux cas de figure. L'opportunité du moment, qui est une opportunité malheureuse pour bon nombre de commerçants, qui vont devoir se séparer de leur affaire pour des raisons de manque de rentabilité, pour des raisons de trésorerie suite au remboursement des PGE, etc. Mais ça veut dire que je vais tomber sur des personnes qui vont être dans le sentiment de devoir vendre une affaire qui peut être pour eux l'affaire de leur vie et qui vont nécessairement, vu la conjoncture, devoir faire des efforts sur les prix ou la mal vendre, entre guillemets. Oui, je ne peux pas dire que le cas en théorie n'existerait pas. Il est évident qu'il existe, mais au même titre que sur de l'habitation, lorsqu'on a un couple qui se sépare, et il y en a toujours un pour qui on va arracher le cœur et l'autre pour qui on va rendre possible une vraie opportunité. Il en va de même sur les fonds de commerce. Mais c'est pour ça que notre regard avec une méthodologie, avec des critères qui sont objectifs, rendent finalement la présentation du prix un petit peu plus complexe que sur l'habitation, ça c'est indéniable, mais en tout cas toujours incontournable. Et à partir du moment où on explique les choses en amont de manière objective, méthodologique, il n'y a aucune raison de dire je ne suis pas d'accord, sauf à ce que, effectivement, mais ça fait plutôt appel au chapitre que j'appellerais la découverte du projet. Si effectivement la personne a une nécessité de vendre un prix X parce elle souhaite payer un prêt du même montant. Effectivement, c'est pas comme ça qu'on valorise les commerces, parce que sinon ça se saurait. Mais donc, en dehors de ces cas de figure, qui à mon avis se résolvent assez facilement avec une juste, pleine et entière découverte client, découverte projet du client, j'ai jamais eu de soucis quand j'explique un prix. D'ailleurs, je l'ai bien dit en amont, hein. Lorsqu'on fait appel à moi en termes d'expertise, je commence toujours par présenter le prix, dès le départ. Je donne le prix, je dis voilà, le méthode 1, 2, 3, prix, tac, 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 ça fait tant. Et en général, j'ai pas beaucoup de réactions. Et après, par contre, j'explique les méthodologies et la manière dont j'ai procédé pour arriver à ces valeurs-là. Et c'est là, en règle générale, où j'ai beaucoup plus d'écoute et j'ai beaucoup plus d'attention, parce que c'est la juste compréhension de la valorisation qui est importante. Dans le cadre de fonds de commerce et de droit au bail, elle est triplement importante. Il faut d'abord que le vendeur ait bien compris ce prix, c'est évident, sinon il n'y a pas de mandat. Mais une fois qu'elle l'ait bien comprise, et ça vous servira également pour le futur acquéreur. Pourquoi vous êtes à ce prix-là? Mais je vais vous expliquer la raison pour laquelle vous achetez quelque chose à son juste prix. Et puis le troisième, c'est ce que j'appelle les tierces représentants. Ça va être, on en a déjà parlé, l'expert comptable, ben, il va être en charge peut-être des comptes, donc ça peut l'intéresser.
et aussi et surtout le banquier si jamais crédit il y avait, dans une majeure partie des cas. Donc, forcément, on ne peut pas, compte tenu du nombre d'intervenants avec lesquels on interagit, et compte tenu des conséquences, hein, je rappelle la co-solidarité du vendeur avec l'acquéreur pendant 3 ans, on ne peut pas être dans l'erreur, l'exagération, c'est juste pas possible. Ça veut dire que contrairement aux transactions que nous faisons actuellement, il sera plus facile de faire admettre au vendeur la véritable valeur de son produit. C'est ça. Oui, ouais, encore une fois, Alain, je le redis, que ce soit sur la valeur vénale des biens d'habitation, que ce soit sur des commerces, à partir du moment où on travaille sur de la méthodologie, des calculs et des données qui sont chiffrées vraiment de manière, comment dirais-je, plutôt indiscutable, ben, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de propos. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des remarques ou des réactions, mais il n'y a pas de remise en cause de ce que l'on fait. Ça devient plus contestable à partir du moment où on utilise des biens en comparaison. Et la comparaison n'est pas toujours forcément la chose la plus objective qui soit. Trouver deux biens comparables, ça peut être déjà un peu compliqué. Alors, deux entreprises comparables, là, c'est plutôt de l'ordre du mythe. Donc, c'est pour ça qu'on a des critères d'évaluation sur le fonds de commerce et droit au bail qui sont propres soit au local, soit à l'exploitation de l'entreprise. Donc, c'est vraiment peu discutable en ce sens où on ne parle que de l'entreprise ou du local. Point barre. Aujourd'hui, sur mon secteur, à ma connaissance, il n'y a aucun spécialiste de la vente de fonds de commerce ou de droit au bail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment se vendent les fonds de commerce et de droit au bail à Agde, à Béziers, parce que sur mon secteur de l'Hérault? Par quel biais, par quel truchement ils se vendent? Ah, c'est une très bonne question. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des agents immobiliers qui tentent d'y aller, mais sans savoir, qui prennent des mandats sur des prix que le vendeur leur a donnés en leur disant j'ai besoin de temps, il faudrait que tu le vendes. Et puis après, c'est plutôt le notaire ou un avocat qui prennent la suite. Ouais, il y a des errances de compétences qui font qu'on voit des choses, des affaires qui sont à vendre depuis des mois, voire même dans certains cas de figure, on dépasse l'année, ce qui est quand même assez stupéfiant. Lorsque vous avez un agent immobilier qui vend du fonds de commerce ou du droit au bail sur une ville, je peux vous dire que ça se sait. Je prends l'exemple de Toulouse, qui est entre troisième ou quatrième ville de France, ça dépend comment on compte. Donc, on peut être sûr et certain, il y a tous les acteurs majeurs du territoire qui sont aussi présents à Toulouse. Il y en a un, c'est un indépendant qui fait des ventes de fonds de commerce et de droit au bail dans le centre-ville de Toulouse. Il a un local qui est au premier étage. Il n'a pas de vitrine. Juste sur sa porte, c'est marqué le nom de son cabinet, point barre. Il est connu comme le loup blanc sur toute la place de Toulouse. On sait très bien que si on veut vendre un fonds de commerce ou un droit au bail dans le centre de Toulouse, on peut passer par lui. Il n'a pas de publicité, il n'a pas de vitrine, il a juste un nom avec un sticker écrit sur une porte. Je ne sais pas si vous visualisez par rapport à ce que peut représenter en enjeu de transaction une ville comme Toulouse. C'est démentiel. Donc oui, aujourd'hui, ça se fait très difficilement, ça se fait en PAP, de particulier à particulier, une fois qu'on a demandé à un expert comptable de valoriser via 3 EBE, sauf que si je veux vendre le droit au bail, eh ben, je ne peux pas fonctionner comme ça, donc il faut que je fonctionne autrement. Et puis, malheureusement, je dois aussi dire que je rencontre nombre de personnes qui sont parties dans des formats qui sont vraiment très mauvais et qui sont partis, pour certains, un bras devant, un bras derrière, mais rien parce que le bail ne valait juste absolument plus rien. Donc, on est vraiment des pros de la mise en valeur et du conseil. Et voilà, ça, il faut savoir le faire pour apporter les bons conseils. Et dans certains cas de figure, eh bien, il peut valoir de différer la commercialisation de 6 à 8 mois pour avoir une valorisation qui en soit nettement meilleure. Encore une fois, il y a des éléments à savoir et à connaître. Et c'est tout l'objet de cette compétence dans cette carte T qui, je rappelle, fait partie de la carte initiale que tout le monde a à minima. Tout à l'heure, vous parliez des délais qui pouvaient dépasser un an. Est-ce qu'il y a un délai moyen ou un délai qui paraît normal ou une fourchette entre le moment où on prend une affaire et le moment où on concrétise la vente? Quel peut être un délai normal?
C'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend ça dépend de tellement de critères. Je vais vous en citer quelques-uns. On a tous à peu près déjà en tête la difficulté, Alain, pour répondre à cette question sur un bien d'habitation. Déjà, sur un bien d'habitation, ça peut être compliqué d'avoir une valeur médiane là-dessus, puisque ça va dépendre du quartier, ça va dépendre de la rue, ça va dépendre de tellement de choses que et ça, c'est que sur l'habitation. Là, on va se rajouter le champ des possibles. Si je vends le droit au bail, je vais aussi regarder ce qu'il est possible de faire comme commerce dans le pied d'immeuble. Donc, il faut que j'aille voir le règlement de copropriété. Il faut que je vois s'il n'y a pas un plan de sauvegarde des commerces mis en place par la ville. Enfin, tous ces éléments-là vont rendre chacune des situations quasiment individuelles et uniques. Donc, il est très compliqué de répondre à cette question. Ceci étant, normalement, un commerce, lorsqu'il est bien évalué, qu'il est bien mis en valeur et bien vendu, c'est-à-dire est-ce que je vends le fonds de commerce, est-ce que je vends un droit au bail? C'est une bonne question. Puisque la vente de murs commerciaux, sont quand même rigoureusement à part, va faire osciller que cette vente va intervenir, oui, dans les 6 mois, ça doit être vendu. Dans les 6 mois, ça doit être vendu. Mais il faut que ce soit parfaitement bien fait dès le départ. Oui, donc c'est un délai correct. Complètement. Ouais, sur mon secteur, on a comme une spécificité. On parle de notoriété qui, localement, je pense effectivement, peut aller assez vite, la notoriété, hein, au niveau des vendeurs, puisque les vendeurs sont nécessairement sur mon secteur. Par contre, on a beaucoup d'acheteurs de l'extérieur, Hmm. du nord de la France, d'un peu partout. Ouais. Ces personnes, elles vont nous trouver de la même façon que le résident. Comment elle va nous trouver? Ah, que oui, elle va vous trouver exactement de la même manière avec des critères d'alerte, je pense, sur les canaux de diffusion des réseaux sociaux de manière tout à fait classique, avec des critères d'alerte qui sont bien spécifiques et bien parlants. C'est aussi pour ça que savoir communiquer vis-à-vis d'un futur acquéreur, c'est aussi un apprentissage à faire. Il va être sensible à des mots, des éléments, des choses comme ça. Donc, la description de ce que vous allez faire va être cruciale. On a l'habitude de parler d'AIDA, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez donc, de cet acronyme, mais il faut créer effectivement l'accroche de l'intérêt, du désir et de la mise en action. À plus forte raison qu'on est sur des clients professionnels et en règle générale, soit ils sont sur un changement de cap pro, et là, c'est à nous d'être vigilants. Soit ils sont sur un changement de niveau, c'est-à-dire que j'étais sur un potentiel 1, ben, je passe sur un potentiel 2, donc sur une plus grosse ville, etc. Donc on a plutôt des gens en règle générale qui connaissent le métier, ça c'est à minima les choses, donc ils ont déjà des critères et de la connaissance hein, pour ce faire. Hein. Donc ils vont venir vous chercher de toutes parts, de toute France, voire même d'ailleurs de la France, et un peu d'Europe aussi, en tout cas sur Toulouse c'est le cas. Je pense par exemple d'Espagne entre autres. Donc, on va venir effectivement vous consulter, on va vous trouver et on va vous reconnaître à travers aussi votre capacité à pouvoir communiquer, déjà ne serait-ce que sur vos commercialisations auprès des futurs acquéreurs. Donc, ça pose aucun problème. On est une structure classique d'ici où il y a deux ou trois commerciaux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'un de ces commerciaux soit affecté uniquement à cette activité ou est-ce qu'il peut encore faire la transaction et faire en plus du fonds de commerce? Bon, choix stratégique propre à chacun. Je pense qu'il y a déjà une première réflexion à avoir qui vise à dire que dans le cadre des prospections que l'on fait sur une prospection classique d'habitation, il ne faut surtout pas s'interdire d'ouvrir la possibilité à entendre une piste de prospection commerce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça veut aussi dire que les commerçants, ben, bien entendu, il faut aller les démarcher comme un client classique. Donc, je vais le démarcher dans le cadre d'une commercialisation d'habitation mais potentiellement de commerce. Après, ben, je dirais libre à chacun de définir son champ de spécialité. Soit vos commerciaux vous servent à vous remonter l'information auprès du responsable de l'agence qui, lui, fait sien cette partie un petit peu spécifique de la transaction, et il n'y a que lui qui s'en occupe, sachant que c'est les commerciaux terrain qui remontent de l'information en plus de ce que lui, il va générer à travers ses premières ventes,
ou vous pouvez, et si l'activité est croissante, vous pouvez décider de dédier une personne qui ne fait que ça. J'étais en formation la semaine dernière avec un réseau national dont je ne... Voilà. Et je citais justement, dans le cas de la transaction et le travail sur les honoraires, je citais l'exemple de fonds de commerce et droit au bail. Et j'en vois un qui a un sourire un peu plus marqué que les autres. Alors je lui redonne la parole. Et il se fait que lui a commencé à faire de la transaction classique, puis quelques fonds de commerce droit au bail. Il s'est formé dès le départ et il en a commencé par en faire un, deux, 5, 10. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans, il ne fait que ça. Il ne fait plus que ça. Et on a discuté ensemble dans son retour d'expérience qui est le même que le mien, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est génial parce que des questions de prospection ne se posent plus, de pitch téléphonique ne se posent plus, et de professionnalisme de mieux en mieux. Et quand je lui disais, quand je disais à l'auditoire de manière globale, bah, vous allez avoir enfin la possibilité de pouvoir refuser certaines affaires en disant, ça me paraît pas bien parti aujourd'hui, je préfère pas le faire et pas me disperser, ce qu'il confirmait complètement. C'est-à-dire que lui me disait, je réduis de plus en plus mon champ géographique pour me déplacer de moins en moins. Certaines catégories d'affaires, je ne les fais pas parce que j'estime qu'il n'y a pas assez d'années, pas assez d'expérience. Enfin, c'est vraiment, il faut vraiment bien prendre en compte que ça va être un choix stratégique. De toute façon, vouloir le faire déjà va requérir de la vision stratégique de chacun. Et puis, mettez-le en place, et une fois que vous l'avez mis en place, vous verrez si vous avez et l'appétence et la volonté de le faire développer. Moi, ce dont je suis plus que convaincu, c'est que du potentiel de chiffres, il y en a pas mal, ouais. Et ceux qui le touchent du doigt, en règle générale, ne l'abandonnent pas. En termes de rentabilité, bon, je sais bien qu'il y a, il y a tout et son contraire, mais quelles sont quelles sont les pratiques normales de commissionnement? Alors ça, il faut regarder sur ce qui se fait dans votre ville, parce qu'il y a aussi des valeurs de fonds. Et c'est un petit peu la même question que sur l'habitation, hein, où on n'hésite pas certaines fois à avoir des taux plus hauts parce que les prix de vente moyens sont plus bas. Mais un taux communément admis, c'est du 10%. Écoutez, moi, 10%, ça reste un taux ça reste oui, qui plutôt est un joli taux. intéressant, Ouais. qui Ouais. est tout à fait intéressant. Et puis, Euh, on n'oublie pas une chose, Alain, que j'ai oublié de dire, mais je ne sais pas si ceux qui font de la transaction de manière classique travaillent sur des formats type Amepi, etc. Il est évident que fonds de commerce droit au bail, il y a pas de problématique du style mandat simple, mandat exclusif, on est à 5 ou le vend. Hein. Enfin, moi, ce que je vends tout seul. Hein. Personne d'autre sur le sujet, quoi. Donc, il n'y a pas de notion d'honoraire partagé, on est à 100% à chaque fois. Et puis, là aussi, vous êtes le seul à commercialiser votre bien. Donc, encore une fois, hein, ça met une certaine sérénité hein, quand vous savez que vous ne vendez pas un bien, vous êtes à 5 à faire un mandat simple, avec pas les mêmes honoraires, pas les mêmes prix de vente, etc. Encore une fois, hein, la vision et la manière de faire le métier changent radicalement là aussi de ce point de vue. vous voulez dire que le vendeur, il choisit une agence immobilière, et c'est tout. Il ne va pas confier son bien à vendre, en théorie, à plusieurs agences, contrairement à ce qui se passe dans l'immobilier classique. Exactement. Déjà, là où moi, chez moi, on est 15 entre mandataires et agences classiques. Il n'y a personne qui fait du fonds de commerce et du droit au bail. Hein. Comme ça, la chose est réglée, quoi. Mais quand bien même on ait été plusieurs, moi, la chose est entendue dès le début. Ouais. Je dis, bah voilà, je vous le dis, si on va au bout de l'histoire ensemble, on y va ensemble et pas à plusieurs. Et ça fonctionne là aussi très bien. Ben, écoutez, vous m'avez vendu l'envie de le faire. Hein. Maintenant, alors, de façon très concrète, si je veux le faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je mets en place? Euh, un- un- Indéniablement, il faut se former, c'est obligatoire. Il faut se former pour savoir définir plusieurs choses. La première, c'est stratégiquement, qu'est-ce que je vais vendre? Si je vends un fonds de commerce ou si je vends un droit au bail, c'est juste pas du tout la même chose. Alors les murs, j'en parle même pas. C'est encore une catégorie à part. Donc il faut savoir déjà comprendre, expliquer et ce qui constitue de manière différente un fonds de commerce d'un droit au bail. Je vous cite un exemple. Si l'entreprise est une entreprise unipersonnelle ou si c'est une société, on vend en plus pas la même chose non plus. Donc il y a tout un conseil
à faire en amont entre qu'est-ce que je dois vendre et sous quelle forme dois-je le vendre. Donc ça, c'est déjà sur cette compréhension-là. Ensuite, il va y avoir la valorisation à proprement parler. Elle va se faire sur deux temps, une analyse qualitative et une analyse quantitative chiffrée. Une fois que ça c'est fait, il y a la valorisation. Ensuite, il faut savoir comment est-ce qu'on gère un mandat et ensuite comment on fait pour accompagner jusqu'à la vente. Donc voilà c'est ce qui est nécessaire et obligatoire de savoir faire. Sachant que je ne rentre pas dans le détail, mais il y a vraiment voilà, il y a vraiment à chaque fois des choses qui sont bien spécifiques et différentes en fonction de ce que je vais vendre. Fonds de commerce, droit au bail, par exemple. La valorisation est elle aussi différente, donc ça, il faut l'apprendre. Et puis, une fois que vous avez su faire tout ça, il va falloir être convaincant et pour le vendeur et pour l'acquéreur, et peut-être pour des tierces, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc ça requiert déjà des compétences techniques de transaction, de valorisation comptable et juridique. Voilà, ça c'est les quatre points incontournables. Vous devez savoir les utiliser, c'est obligatoire. Hein, l'approche exigée en expertise, c'est surtout que vous devez impérativement suivre une méthode. Ça, c'est obligatoire. Et puis, de toute façon, dès lors que vous la respecterez, il n'y aura aucune difficulté pour pouvoir réussir la valorisation. Donc déjà, ça, c'est un package qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut assimiler des nouvelles choses. Et puis, dans un deuxième temps, il faudra commencer à s'en servir pas à pas. Alors, de façon très concrète, quelle durée de formation il me faut? Ouais. Vous travaillez avec des organismes de formation dans chacune de vos régions. Qu'est-ce que l'organisme de formation va me proposer comme formation en termes de durée? Alors, de manière concrète pour être à l'aise, hein. C'est-à-dire que quand je dis à l'aise, c'est moi je parle de personnes que je forme qui ont 6 mois dans l'immobilier, hein. Donc autant dire qu'ils sont ultra débutants à des personnes qui le pratiquent depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, je m'aperçois que quels que soient les profils, en fait, la durée reste à peu près la même. Idéalement, il faut 2 jours. 2 jours parce que le flux d'informations est quand même assez important. Et il faut aussi une partie du temps pour je veux dire, venir l'assimiler et le faire sien. Ça, c'est obligatoire. Savoir lire correctement un bail, ça ne s'invente pas. Être vigilant sur l'état des comptes, bilan et compte de résultats, entre autres, ça ne s'invente pas non plus. Donc, il faut du temps pour pouvoir comprendre quels vont être les alerteurs, quels critères vais-je utiliser pour pouvoir valoriser le bien, faire un retraitement s'il y a besoin sur certaines données. Il vous faut cela à minima. Et puis, idéalement, c'est de démarrer ensemble sur, voilà, mon premier rendez-vous. J'ai un premier rendez-vous dans 72 heures. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je demande? Et puis, à la suite de ce rendez-vous, de regarder ensemble quels sont les premiers éléments que vous avez obtenus. Et puis, de vous accompagner d'accompagner les apprenants dans les premiers pas pour être sûr que ce qui a été demandé est juste, la stratégie est bonne, il n'y a pas de difficulté sur le bail. Quand je dis difficulté, il n'y a pas de loup, hein. Il n'y a pas de loup sur le bail, il n'y a pas de loup dans les comptes, il n'y a pas de loup sur le règlement de copro, il n'y a pas de loup dans la ville. Au niveau de l'urbanisme, il n'y a pas de difficulté avec le bailleur. Donc, c'est sécuriser ce parcours-là, faire en sorte ensuite d'arriver sur la valorisation. Et puis, une fois que ça s'est fait, eh bien, c'est de travailler cette capacité à pouvoir expliquer et convaincre auprès du vendeur que le prix est de temps. Dès lors que vous avez convaincu le vendeur, forcément, le travail que vous avez fait sera valable pour l'acquéreur et demain pour les tiers, type notaire, comptable ou banque. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans cette activité, à minima, c'est 2 jours. Et idéalement, c'est 2 jours, allez, on va dire 2 jours et demi, le temps de vous accompagner sur les premiers pas pour être sûr et certain que ce que vous avez ancré, vous allez réellement pouvoir vous en servir par la suite dès lors que vous aurez un premier client. Et les premiers clients, ça vient vite. Alors, là, je suis surpris, hein, très surpris, parce que la durée me paraît très, très courte. 2 jours de formation pour me permettre de mettre en place une nouvelle activité, ben, je dirais c'est impressionnant et c'est plus qu'alléchant. En ce qui concerne l'accompagnement, de façon toujours très concrète,
j'ai un rendez-vous, j'ai des éléments, etc. C'est-à-dire, je prépare, je prépare mon argumentaire, je prépare mon chiffrage, etc. Et je peux vous solliciter avant mon rendez-vous pour dire, voilà, par rapport à ça, je pense que l'affaire vaut ça. Oui, est-ce que c'est ça l'accompagnement? Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que je propose aux apprenants pour qu'ils aient vraiment aucun frein sur la mise en pratique. Alors idéalement, une fois que vous avez c'est ce que certains font et c'est ce qui me semble être le format le plus efficace. Et dès lors que vous avez la date de formation, 15 jours avant, 3 semaines, ils commencent ce tour d'information auprès des commerçants et très vite, les rendez-vous se prennent après la formation. Et donc, dès lors qu'on a fini ces 2 journées de formation, eh bien, c'est déjà d'être armé à la fin de la deuxième journée et de se dire, voilà, bon, j'ai mon rendez-vous dans 48, 72, 96 heures, par exemple. Est-ce que, de quoi je vais avoir besoin? Alors, sachant qu'à l'issue de la formation, moi, je vous donne tous les outils que j'utilise, hein, tous sans exception. Sans exception. C'est des outils ouverts. C'est des formats Word, c'est des choses comme ça. Donc, vous changez, vous virez mon nom, vous mettez le vôtre, et donc vous pourrez réutiliser tous les outils qu'on a vus en formation dès le lendemain, si vous le voulez, ça pose aucune difficulté. Et pour être sûr que les premiers pas soient bons, eh bien ouais, j'accompagne chacun à mesure des pas qu'ils font pour être sûr et certain qu'on soit bien dans les clous, qu'on avance bien dans le bon sens et que ces 2 premières affaires se passent forcément bien. Et c'est elles qui vont être vecteurs et leviers de croissance pour vous. Parmi ces outils, j'aurai nécessairement un outil qui me permettra, moi qui ne suis pas comptable, me permettra de faire une évaluation la plus précise possible de la valeur du fonds. Oui, au centime d'euro près, en fait, hein, le principe de l'expertise, il est là. On arrondit qu'à la fin, pas sur la méthode, mais sur le résultat compilé des 2 méthodes. Donc oui, bien sûr, à l'issue de cette formation, c'est que vous sachiez définir ce qui concourt la formation, et puis surtout que vous sachiez pouvoir le valoriser et l'expliquer, évidemment, puisque et vendeurs et acquéreurs doivent être convaincus de la juste valeur de ce que vous avez fait. Ces formations sont éligibles dans le cadre de la loi Allure, je suppose. Tout à fait, Ça oui. cadre tout à fait avec le métier. Exactement. Alors, Sébastien, si je peux faire une petite synthèse de tout ce que j'ai compris, et corrigez-moi si je me trompe, en 3 jours d'investissement de temps et de la réflexion, etc., je vais pouvoir ajouter une activité à la mienne qui en ce moment est un petit peu compliquée par rapport au contexte. C'est une activité qui me crée une nouvelle clientèle qui en plus rentrera également dans mes produits actuels, parce que le commerçant qui vient de Lille, qui achète un commerce au Cap d'Agde, eh ben, il va devoir se louer, se loger, hein, Il y a des chances. et je serai mieux placé que n'importe qui, a priori, pour lui proposer des logements. Et j'aurai suffisamment d'outils pour être efficace, précis, et si besoin, je vous fais appel et vous m'accompagnez et vous m'aidez. C'est tout à fait ça, en n'oubliant pas non plus hein, le point important de travailler et développer cette image de compétence auprès du plus grand relais de communication qu'on a au sein de nos villes, qui sont nos commerçants. Et ça, c'est stratégiquement plutôt pas mal. Tout à fait. Je me démarque complètement de ma concurrence, de mes concurrents, hein, et j'ai un label de qualité, hein, de spécialiste. Exactement. Écoutez, c'était fort intéressant, Sébastien. Je vous remercie, hein. Maintenant, je vais digérer déjà ça. Et je ne manquerai pas de revenir vers vous. Merci, Sébastien. Merci bien. Merci Alain, belle journée.